Welcome to VGG Music Sci-Fi. Salut, c'est Sunster pour PGB Music Live. Est-ce que vous pouvez présenter le groupe pour ceux qui ne connaissent pas? Bah écoute, nous, Sunster, ça existe depuis bientôt 9 ans. 2013, ouais. Donc, en fait, moi et les deux autres musiciens, on jouait déjà ensemble depuis quelques années dans un projet qui n'avait pas grand-chose à voir musicalement. Puis ça, on faisait une sorte de dub rock, tu vois. Et donc, on avait toujours été des métalleux et on avait envie de remonter un projet plus métal. Et donc, on a cherché un chanteur. Et par une connaissance commune, on a rencontré Peb. Ça a matché super bien tout de suite. Et puis voilà, on a commencé. Et donc voilà, après, premier album, deuxième album, troisième album. Après, on te donnera plus de détails si tu veux. Mais voilà, c'est comme ça depuis 9 ans, sans discontinuer, à part pendant la période de Covid, là, où forcément on a été un peu à l'arrêt. Sinon, voilà. Mais c'est plus un projet de potes, tu vois, à la base. Ouais, c'est ça, le line-up n'a pas bougé. C'est toujours les mêmes personnes, avec toujours les mêmes envies. Okay. Et là, vous avez signé chez Source Records pour ce troisième album? C'est ça. En fait, on connaissait déjà Chris parce qu'on a tourné avec Demande à la poussière en 2019. Ouais, c'est ça, juin 2019. Et donc, quand on a vu qu'il montait un label avec Arnaud, on leur a proposé. En fait, on avait déjà les pré-prod de l'album. On leur a proposé, ça leur a plu. Et nous, du coup, pour nous, tu vois, avoir un label, c'est forcément un plus, surtout quand c'est avec des gens que tu connais et tu sais que tu peux faire confiance. Et donc, du coup, voilà, nous, on était ravis que ça leur plaise, on était ravis qu'ils veuillent nous signer. On est très contents de travailler avec eux. C'est des super mecs, on s'entend très bien. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde, je pense. Ouais, c'est clair. Puis, il y avait ce truc où les deux premiers albums, on avait fait le choix de les sortir en autoproduction parce que on était un peu difficile en termes de choix pour les labels. On ne voulait pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. On avait des idées très précises sur ce qu'on voulait et du coup, le fait de travailler avec des partenaires de qualité, c'était super important pour nous. Et donc, Source Records répondait juste totalement à ces choses-là parce que on les connaît, on a confiance en eux, du coup ils nous connaissent, ils ont confiance en nous, en tout cas je l'espère, et on savait qu'au niveau des attentes et des besoins, ça matchait vachement bien, on savait qu'on pourrait bosser ensemble de façon à ce que ce soit le mieux pour tout le monde, quoi. Et vous aussi, il y a des bons packs aussi chez Source Records pour la sortie de l'album. Il y a des? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Il y a des bons packs. Vinyle, t-shirt et tout. Ouais. Ils ont un super choix. Ils s'y connaissent bien en fait en merchandising dans le sens marketing du terme. Ils gèrent très bien le truc. Ils ont des offres qui sont vraiment chouettes. Et j'étais très agréablement surpris aussi des prix. Ils arrivent à garder des prix quand même abordables. Tu vois, pour faire des vinyles à 19 balles ou à 20 balles, c'est quand même compliqué. Pour des groupes seuls notamment, réussir à le sortir aussi peu cher, c'est dur. Ça veut dire que toi, tu vas pas pouvoir rembourser ou difficilement rembourser tes frais ou que tu vas pas pouvoir investir pour l'avenir, entre guillemets. Du coup, eux, ils ont réussi à faire ça et ça, c'est top. Est-ce que la thématique de l'album qui va sortir le 13 mai, Ziu Soudra? Alors en fait, c'est comme nos trois albums, c'est des thématiques qui sont liées à la mythologie sumérienne. Mm-hmm. Donc en fait, c'est Peb qui a proposé cette idée-là à la base au début du groupe, en fait, et c'est des thématiques qui permettent de faire des métaphores c'est plein de légendes très intéressantes qui sont pas mal à la source de l'humanité. Et c'est aussi des légendes qui permettent de faire des métaphores par rapport à plein de choses de la vie concrète du présent. Et donc, Ziu Soudra, en fait, pour résumer très brièvement, c'est la version sumérienne de l'Arche de Noé, si tu veux. C'est la légende qui est l'origine de la légende catho de l'Arche de Noé. Pas mal. Ouais, t'as vu? Tu peux développer si tu veux. Ouais. En gros, c'est quelque chose qui nous a toujours intéressés, clairement, comme Tom l'a dit, c'est un super médium pour nous transposer ce qu'on veut y mettre, aussi bien en termes de paroles, de sens ou d'émotion. Parce que tout ça,
quand il dit c'est un peu à la base de l'humanité, c'est qu'on retrouve ce qui fait l'humain même aujourd'hui. Et au final, c'est très moderne. Dedans, on peut y retrouver vraiment plein de trucs, tout ce qui fait un homme un homme. Sa colère, son amour, ses joies, ses peines. Et en fait, c'est tellement profondément humain qu'on ne pouvait que se l'approprier d'une certaine manière. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça avait tellement de sens et ça résonnait tellement avec Sunster, avec ce qu'on fait, avec ce qu'on va aborder, avec nos concerts, avec voilà, toutes nos thématiques globalement, que on l'a gardé. Ça a fait nous, d'une certaine manière. Ça a fait Sunster. L'album fait un peu parcours initiatique. Un parcours initiatique qu'est-ce que tu entends par là ça m'intéresse que tu aies vécu comme un parcours initiatique. On dirait qu'on suit l'aventure d'un personnage Mmh. au long de l'album. Oui, il y a un peu ça, parce qu'effectivement, c'est un album concept. Et chaque partie de l'album a été réfléchie par rapport aux autres, entre guillemets. On ne l'a pas du tout vu comme une suite de chansons. On l'a vu comme un ensemble qui raconte une chose avec différentes étapes. Et donc, ces étapes-là, forcément, on est obligé de les suivre parce que alors, les chansons marchent les unes sans les autres, hein, bien sûr, mais on loupe toute l'histoire, on loupe tout ce qu'on va raconter dedans. Même si chaque point permet d'aborder un sujet spécifiquement, c'est le fait de les mettre bout à bout qui donne tout son sens à cet album d'une certaine manière. Donc oui, d'une certaine manière, on peut éventuellement dire initiatique. Dans tous les cas, il y a une histoire, il y a une épopée qu'on peut suivre, quoi. Okay. Tu peux me parler du nom du groupe? C'est quoi? C'est le soleil qui nous dévisage? C'est ça. En fait, on peut le voir de deux manières. Il y a effectivement le soleil qui nous regarde fixement, qui nous juge, qui nous observe, ou alors il y a le fait de regarder le soleil et s'en brûler les yeux. À la base, ça vient d'une chanson de Neurosis qui s'appelle The Tide. Dans cette chanson, il y a un moment où ils disent Free from the sun stare, free from the noise of life. Donc, libre du regard du soleil et libre du bruit de la vie. Et on a juste pris cette partie-là, Sunster, pour faire ce qu'on voulait. Moi, étant un très, très grand fan de Neurosis et les influences étant évidentes dans ce qu'on fait. Okay. Tu peux me parler de la composition de l'album? La composition, nous en général on travaille pour les trois albums, c'est valable pour nos trois albums en fait, c'est qu'on travaille souvent d'idées que chacun trouve de son côté, tu vois, plus ou moins abouties, c'est-à-dire parfois juste quelques riffs, parfois des morceaux presque finalisés, et après on les travaille tous ensemble, on répète, on les modifie jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui satisfait tout le monde, quoi. Après pour cet album-là, justement comme Peb avait mis très tôt l'idée de vouloir faire quelque chose de très continu et de de raconter une histoire tout au long de l'album. Du coup, comme il disait tout à l'heure, ça n'a pas été écrit vraiment morceau par morceau. On a voulu avoir une certaine continuité, une certaine logique par rapport à la logique de l'histoire aussi dans la composition. Donc, ça a été un processus un petit peu plus difficile, un peu plus challengeant, si tu veux, parce qu'il fallait… Tu vois, voilà, on ne peut pas se permettre d'avoir deux morceaux qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, qui s'enchaînaient. Enfin, voilà, c'était pas l'idée, quoi. Mais en gros, ça s'est passé comme ça, quoi. Sachant, bien sûr, que du coup, ça a un peu interrompu avec le Covid et tout ça pendant une bonne année, sachant qu'on avait déjà fait 80% du taf avant, et que du coup, on a terminé une fois que ça s'est terminé, sachant qu'on n'arrive pas vraiment à travailler vraiment, enfin, on complète à distance tout le temps, si on ne se voit pas, on n'arrive pas vraiment à avancer. Ça vous laissez plus le temps de réfléchir un peu plus à l'album, peut-être, le Covid? Ouais, je sais pas. Moi, j'ai vécu ça vraiment comme une période de… un truc un peu hors du temps, en fait. Moi, je me souviens du premier confinement comme un truc où tu sortais vraiment de ton quotidien normal et que c'était une espèce de bulle. Et du coup, je sais pas, moi, j'ai pas tellement avancé sur les projets musicaux, enfin, pas sur Sunster en tout cas, parce que c'est vraiment quand même un effort collectif et sans se voir, c'était vraiment compliqué, même si oui, je dis pas que je l'ai jamais fait, qu'on n'a pas chopé 2-3 idées par-ci par-là pendant le confinement, mais au final, ça a plus été un arrêt qu'autre chose, quoi, tu vois. Enfin, pour nous, on l'a pas vraiment réussi à le mettre à profit les confinements pour faire avancer le projet, quoi. Pas Sunster, en tout cas. Voilà, d'autres trucs, ouais. Mais…
Oui, c'est ça. Pareil, de mon côté, c'était l'occasion de me concentrer sur un projet solo euh, et d'avoir le temps pour faire ça, en fait, d'une certaine manière. Parce qu'effectivement, Sunster, bon, comme Tom l'a dit, le faire sans les autres, ça n'a pas de sens, ça n'a pas sa saveur, quoi. C'est un groupe, c'est un projet de groupe. Du coup, sans se voir, sans bosser, etc., ça me semble compliqué. Je trouve qu'il y a une approche live dans les compos. Bah, même pas tant que ça, parce qu'en fait, généralement, comme il y a quelqu'un qui vient avec des idées, alors on les travaille, on répète, mais c'est vrai que généralement, en fait, on s'est réfléchi en amont. Genre, quelqu'un a une idée, il le bosse un peu de son côté, il le compose un petit peu de son côté, il arrive avec en disant, hey, j'ai ça, vous en pensez quoi? Puis en fait, on essaie, on se l'approprie, puis on le fait évoluer ou pas en fonction de comment on le ressent. Donc, ça dépend ce que tu entends par là, mais globalement, on trouve l'idée en amont et on la fait venir dans le groupe où on la travaille ensemble. C'est plus ça. Ouais, puis il n'y a pas vraiment d'idée de se dire. Bah, tu vois, je sais qu'il y a des. Tu vois, t'entends des fois des mecs qui disent oui, ça, c'est un album qu'on a écrit pour le live, des choses comme ça. Tu sais, en fait, nous, on écrit un truc qui nous plaît. Et après, on verra ce qu'on en fait en live. On verra les chansons qu'on jouera en live, ce qu'on jouera pas en live. Là, on sait déjà un peu parce que, tu vois, à force de répéter les morceaux et tout, tu sens bien les trucs que tu as envie de plus de. Sur scène vont mieux marcher, mais ça ne fait pas vraiment partie du processus d'écriture. Je trouve qu'il y a les riffs de guitare qui font une espèce de grosse marche sur Guns par exemple. Et t'as aussi la batterie sur quasiment tout l'album qui est hyper tribal. Tribal, ouais, ah, c'est marrant. Ouais, C'est quand même un espèce de rituel, tu vois. Assez rituel. Ouais, non, mais. Ouais, bah écoute, ouais, mais c'est intéressant qu'on remarque, mais je sais pas, c'est pas conscientisé, tu sais. C'est, en fait, je pense que c'est peut-être une ambiance générale qui devait ce côté-là, quoi. Après, tu vois, vu les thématiques et tout, en fait, ouais, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas une vraie volonté d'avoir fait ça comme ça. C'est venu comme ça et ça colle bien avec l'ambiance du propos que voulait transmettre Peb au niveau des thèmes et donc des délires mythologiques qui vont autour, quoi. Mais ouais, c'est pas vraiment une démarche volontaire pour Davos. Mais c'est bon, je suis d'accord. Moi, si, je trouve ça très tribal et ça depuis le début. Ah ouais. C'est marrant qu'on n'ait jamais mis ce mot dessus parce que pour moi, c'est quelque chose qui résonne énormément. Le truc tribal, c'est vrai que Muf, il a ce côté-là. On le retrouve même dans le second album avec 10,000 Days of Life, Ah ouais, c'est marrant. of Night, etc. Tu le retrouves vachement. Hein. Alors, je sais pas, moi, tribal, je pense tout de suite à Sepultura et du coup, c'est tellement différent que. mais ok, mais c'est un point de vue intéressant. Non, moi, je pense plutôt à l'aspect rituel du truc. Ouais, bah ça, oui, ouais. Bah, en fait, on cherche à avoir, autant que faire se peut, une ambiance un peu mystique, tu vois, et qui est fortement renforcée aussi par le chant de Pep. Tu parlais de Ganzer, par exemple. Tu vois, tu prends les couplets de Ganzer. Si tu mets pas la voix de Peb avec cette espèce d'intonation un peu polyphonique, entre guillemets, tu vois, c'est pas vraiment polyphonique, mais tu vois, sa voix, tu sais, met direct une ambiance un peu mystique. Tu mets le même plan avec un chant hardcore, par exemple, dessus, ça va complètement te changer l'ambiance, en fait. Donc, en fait, je pense que c'est aussi ce que tu fais, en fait, qui rend le côté un peu, bah, du coup, tribal, comme on dit, tu vois. C'est l'ensemble des deux qui fait le truc. Même si, oui, effectivement, en y réfléchissant, ah oui, sur Ganzer, tu penses au passage du pont, en fait, c'est ça. Le passage le premier du morceau. Ouais, ça. Et aussi, on dirait qu'il y a l'impression de marche de géant ou marche d'armée. Ah oui, d'accord. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Ouais, je trouve aussi. J'aime bien ça. T'as aussi une espèce de chevauché, je trouve, sur Namululu Dikoud. Là, je pense que c'est le. Oh, bah, c'est le plan global, ouais. Ouais, bah, c'est ça. Il y avait une volonté d'un truc un peu assez rentre dedans, tu sais, et assez. Qui rentrait, comment dire, dans la symbolique de ce dont le texte parle à ce moment-là, à savoir la colère des dieux, justement, et ce qui va amener au déluge. Et donc, on voulait un truc, ouais, assez. Ouais, tu vois, ça pourrait symboliser, ouais, tu vois, je sais pas, la marche des dieux qui ont écrasé le monde, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Ouais, non, mais en fait, ça match vraiment parce que cette chanson-là, c'est le moment où les dieux prennent la décision de détruire l'humanité. Donc, il y a vraiment ce truc, ils sont en colère, ils ont une haine viscérale envers l'humanité.
euh, parce qu'ils les empêchent de dormir, parce qu'ils sont bruyants, parce qu'ils ne remplissent plus leurs devoirs. Et donc, effectivement, il y a vraiment cette colère, ce truc qui corrompt, qui monte en eux et qui prépare un peu tout le reste de l'album en disant, OK, très bien, l'humanité, ils vont crever. Ils posent le truc. Donc, ça a du sens de rentrer directement dans le vif du sujet avec quelque chose d'extrêmement de plus énervé que ce qu'on fait d'habitude, aussi un peu plus rapide au niveau du tempo, avec cette double qui rentre dès le début. Ouais, c'est ça, c'est l'assaut des dieux. Du Ouais. coup, par le côté chevauché, ouais, c'est un peu ça. Ouais, donc oui, ça marche bien. Mais c'est quoi, à votre avis, le rapport aux dieux des humains? Vas-y, c'est pour toi. Le rapport au dieu des humains. Alors, si on parle de Dieu à proprement parler, je ne sais pas, parce que c'est pas forcément ce qui m'a intéressé dedans. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est plus la dichotomie entre les deux. C'est-à-dire que quand moi je parle de Dieu, je ne parle pas vraiment de Dieu, je parle de l'humanité en tant que telle. C'est-à-dire qu'il y a l'humanité et il y a l'humanité, mais d'après les dieux. Parce qu'au final, si on fait des parallèles avec le monde moderne, il y a plein de choses à dire, etc. Mais globalement, si l'humanité devait disparaître aujourd'hui, bah, ce serait pour aucune autre raison que l'humanité elle-même. Et du coup, c'est cette partie-là, c'est de dire que y a deux choses qui s'opposent, qui est un regard sur elle-même, mais qui est aussi un peu abstrait et surtout paradoxal. Donc en fait, le regard des dieux sur lui-même, comment répondre à ça? Parce qu'il y a tout, il n'y a rien en fait. C'est à la fois le bourreau et sa propre victime, tu vois. Personne ne répond à ce que tu dis. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais tu noteras que tu vois, c'est des choses qui sont réfléchies, tu vois. On comprend toujours nous-mêmes, hein, d'ailleurs. Ouais. En gros, du coup, le regard des dieux sur l'humanité, il y a de la déception, il y a de la colère, il y a de la tristesse. Et de l'autre côté, il y a aussi une forme d'insouciance, une forme de bêtise, une forme d'oubli, puisque à l'origine, ces dieux sumériens, ils ont créé l'humanité pour être oisifs, parce que l'humanité travaillait pour eux, et les offrandes, etc., pour les nourrir, etc., c'était pour eux ne pas avoir fait le travail. Ils ont créé l'humanité pour se dire, ah, on se la coule pépère, et là, ils vont créer le fruit de leur travail qui fait en sorte qu'ils n'auront plus à travailler. Donc en fait, ils détruisent aussi bêtement quelque chose qui leur est utile, leur est vachement utile et vachement important pour eux, quoi. Ça aussi, ça m'intéressait vachement dans ce rapport, cette confrontation entre le Dieu et l'humain, qui, moi, c'est important pour moi, cette notion de dire que c'est en chacun de nous. Les deux sont en chacun de nous. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. C'est un peu l'homme moderne qui détruit son habitat, ce qui se passe actuellement. Oui, ça rentre dedans. Ça en fait partie. On peut mettre plein de choses dedans. Hein. On peut mettre plein de choses dedans. On peut parler d'écologie, on peut parler de pandémie, on peut parler de guerre, on peut parler de politique. Voilà, c'est un album qui est beaucoup plus politique que les anciens, d'une certaine manière. Et c'est quoi l'effet utilisé au niveau des guitares sur Abgal? Sur Abgal, à quel moment? À un moment donné, tu as fait un truc comme ça. Attends, je cherche, parce qu'il n'y a pas tellement d'effets sur les guitares dans Abgal. Ah, si, sur tout le passage en clean, tout le passage cam tout seul. Oh, je crois qu'il y a juste une grosse reverb, en fait. Il y a peut-être un petit peu de délai en plus, mais c'est rien de très, comment dire, original ou rare. C'est juste qu'en fait, on voulait avoir un son un peu comme ça, un peu éthéré, un peu loin, et en même temps et qui surtout, tu vois, qui amène quand le morceau part, tu as l'explosion juste après, que tu amènes vraiment un gros contraste, en fait. Quoi. Ça, le reste, c'est Vince qui le joue, quoi, en fait. Et par moment, vous avez pas mal de moments up-tempo où ça va hyper vite, et d'un coup, ça ralentit pour repartir un petit peu après. Ouais, oui, c'est le genre de truc qu'on aime juste, on aime bien ce genre d'ambiance. Enfin, tu vois, moi, justement, tu parlais d'Abgal, tu vois, moi, je suis à la base un gros fan d'Amenra. Et tu vois, par exemple,
Tu vois, en fait, on aime bien les transitions un peu marquées, tu vois, comme ça, justement. Là, en l'occurrence, dans Abgal, c'est plus juste vers un truc calme, vers un truc plus lourd. Mais après, oui, les cassures rythmiques, on aime bien. Enfin, en fait, si tu veux, on avait une volonté de faire un album plus contrasté que ce qu'on avait fait. C'était déjà le cas pour le deuxième par rapport au premier. Mais voilà, on a essayé de faire un truc ouais, qui vive, en fait, tu vois. Plus riche aussi. Notre premier album, tu vois, était assez monolithique, assez droit, en fait. Je sais pas si tu l'as écouté, mais c'est un truc très doom tout le long, tu vois. Et là, on voulait, ouais, voilà, on aime bien cet album, mais on n'a pas envie de faire toujours le même album, donc on essaie justement dans cet album-là, justement, on a essayé d'amener plus de contraste et donc plus de cassures rythmiques et des choses comme ça. Ok. Ça s'est passé combien au niveau de l'enregistrement? Bien, merci. Ouais. Non, mais en fait, c'était assez marrant parce qu'en fait, sur les deux premiers albums, si tu veux, on avait tout notre temps, en fait. Parce qu'on n'avait pas de deadline particulière. Et là, en fait, vu qu'on avait un accord de Sursatone avant de commencer l'enregistrement, juste à base de pré-prod, ben, on avait une deadline et donc on avait entre fin août et décembre pour tout plier. Donc, si tu veux, c'était intéressant dans le sens où ça nous a forcé à être vraiment très, très, très organisés. On a un peu pêché sur ça sur les albums précédents parfois, qui fait que ça avait un peu traîné en longueur. Mais du coup, ouais, ça s'est bien passé, on a été efficace, on a rendu le truc dans les temps. D'ailleurs, on peut remercier au passage Guillaume Delachat, notre ingé son, qui a fait un super boulot. D'ailleurs, c'est lui qui a produit les 3 albums. Mais là, clairement, on considère tous qu'on a vraiment passé un cap en termes de son par rapport aux précédents, et en grande partie grâce à lui. Et donc voilà, ça s'est bien passé. Du coup, c'était intense, parce que ouais, voilà. Moi, je sais que j'étais au studio 2 week-ends sur 3 entre août et décembre, parce qu'entre les recs et tous les mix, parce que moi, j'ai participé au mix tout le temps avec Guillaume. Mais voilà, c'était super, quoi. Ça s'est passé nickel. Sans Guillaume, c'est quelqu'un avec qui on bosse maintenant depuis 7 ans. Oui, c'est ça, peut-être un peu plus. Ouais, et donc voilà, on s'est très bien travaillé ensemble et ça se passe nickel. Et là, on est très, très content du résultat, quoi. Et on est aussi très content du travail de mastering qui a été fait par Thibaut Chaumont, qui a vraiment encore magnifié le travail de Guillaume qui était déjà très bien. Et ben voilà, ça s'est vraiment super bien passé sur toute la ligne. On a juste perdu à peu près 3 semaines parce que Guillaume a eu le Covid et Thibaut Chaumont a aussi eu le Covid. Mais à part ça, tout s'est bien passé, quoi. Et ça, et Guillaume, l'avantage, c'est qu'il nous connaît par cœur. C'est aussi notre ingé son de live, il nous suit sur toutes les dates. Il sait toujours comment rendre notre son bien. Qu'importe les conditions, il a toujours réussi à nous avoir un super son. Du coup, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc, il arrive à être force de proposition et à faire en sorte de magnifier ça. Donc, merci beaucoup, Guillaume, pour tout ce que tu fais pour nous. Si on regarde. Je trouve qu'il y a un gros son. Et aussi, ce qui est en plus, la batterie est hyper bien réglée au niveau de tout ce qui est ride, double grosse caisse et tout. Ouais, en plus, en fait, on a enregistré ça au studio Soundup à Tourcoing, qui est tenu par un type qui est un super fan d'acoustique. Et en fait, il a construit une super pièce de prise. Tu verrais le plafond, tu sais, c'est plein de planches dans tous les sens, tu sais, pour optimiser, tu vois, la façon dont circule le son dedans. Et du coup, si tu veux, mais les prises brutes étaient vraiment très, très belles. Après, bien sûr, sur des toms, du kick, tout ça, tu fais toujours un petit peu d'overdub ou un petit peu de trick selon les cas. Mais le son des cymbales, c'est exactement ce qu'on avait dans les micros. Il n'y a quasiment pas de retouche dessus, à part un peu d'EQ, tu vois. Mais en fait, tu vois, vu qu'on avait vraiment des très belles prises brutes, bah, du coup, ça a été beaucoup plus facile pour Guillaume de faire sonner bien les cymbales comme il voulait, quoi. Et en même temps, vous avez passé une journée juste de réglage. Sur la batterie, ah bah oui. Juste pour régler la batterie, pour régler le micro, faire des tests et tout ça. Après, c'est aussi ça de bosser avec des gens qui sont perfectionnistes et tout ça, parce que Muf à la batterie tient aussi à la régler, et Guillaume va au demi-tour, de quart, de poil, pour que ça sonne nickel, quoi. Donc, ça, c'était un gros travail qu'ils ont pris en main, quoi. Et vous avez aussi le double kick de Namlou Dikoud. Du coup, il y a un côté au-dessus des dieux et un côté parmi les dieux. C'est ça, ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé avec Alexandre Dino, qui est quelqu'un qui a déjà fait l'équipe pour plein de gens qu'on connaît, genre rien que pour les artistes illois, il y a par exemple Dirdir ou Korstakov. Et on trouvait que c'était super. En plus, c'est un ami, on le connaît depuis très longtemps. Moi, il a même fait un clip pour un de mes groupes il y a 10 ans, tu vois.
Et en fait, si tu veux, c'est lui qui est arrivé avec cette proposition à la base de la première version du clip qui est très, très colorée, très, avec des gros filtres. Et son idée à lui, c'était qu'en fait, il a fait ça sans nous en parler à la base. En fait, c'est pas quelque chose qu'on a discuté avec lui avant. Et il nous a dit qu'en fait, il voulait nous faire ressembler à des dieux en colère. Et effectivement, on trouvait que c'était très réussi. Et on a vu aussi la deuxième version qui est plus, entre guillemets, normale. Et en fait, voilà, ça a fait écho à tous les concepts que Pep voulait développer dans l'album, justement la dualité qu'on en parlait tout à l'heure entre les dieux et les humains. Et on s'est dit, pourquoi pas sortir les deux, vu que voilà, en fait, c'est les deux facettes, comme tu disais tout à l'heure, avec les deux faces d'une même pièce. Et donc, en fait, on a trouvé que c'était super cohérent et les deux nous plaisent autant, en fait. Ils ont des qualités différentes, mais voilà. On s'est dit que c'est des petits en plus, voilà, on s'est dit, ça avait un côté original de faire ça. On s'est dit, c'est marrant. C'est ça, et puis c'est intéressant de voir les retours qu'il y a des personnes, puisque chacun a aussi un peu ses préférences, etc. Moi, je trouve que ça invite aussi à changer de point de vue, ce qui était la volonté à la base de dire, en fait, il y en a un où tu regardes du côté des dieux et de l'autre où tu regardes du côté des humains. Et du coup, tu prends des prises de vue, des positions qui sont différentes en fonction de comment tu le regardes. Et c'est intéressant, ça donne une espèce de vision un peu globale de tout ça. Comme si tu prenais un petit peu de recul, quoi, en te mettant à la place de l'autre, entre guillemets. Donc ça enrichissait le propos et c'est de toute façon quelque chose qu'on a depuis le premier album, cette opposition entre ces deux mondes. Donc c'était une suite logique d'une certaine manière et l'opportunité qui s'est présentée pour nous a fini par se poser comme une évidence en fait. Et aussi, ça a été tourné pendant une exposition. Oui, une exposition d'ailleurs d'Elodie Vizocchi, la personne qui a fait le dessin de la pochette aussi. Et quelqu'un qu'on connaît très bien, une artiste plasticienne de Lille. Et en fait, elle est en train de faire une expo dans ce lieu. Et donc, on a pu en profiter pour le tournage. Et d'ailleurs, ce qui est vachement bien dans la deuxième version du clip, c'est que tu vois beaucoup mieux ses œuvres, en fait, qui sont un peu noyées dans l'ambiance un peu très, 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 très produite de la première version du clip. Dans le deuxième, tu peux un peu plus voir ses œuvres. Et, du coup, c'est un des points forts du deuxième clip, par exemple. Et ça avait été une ambiance, pareil, tu vois, on parlait de trucs un peu tribaux et tout ça. D'une certaine façon, certaines de ces pièces sont un peu cet esprit-là, quoi. Donc voilà, tout cadrait bien avec l'ambiance qu'on voulait donner, en fait. On parlait justement de la cover de l'album, ce qu'elle représente. Alors justement, en fait, à la base, c'était en fait, on a parlé donc à Elodie voilà, du concept de l'album et ce qu'on voulait faire. Et en fait, son idée de base, c'était ce qu'on appelle un arbre à loques, en fait, qui est en fait un espèce d'arbre rituel de prière, en fait, donc en Amérique du Sud, c'est ça? C'est ça. Alors, pas que en Amérique du Sud, en fait, on peut le trouver ailleurs. Donc, c'est ce qu'on appelle un arbre votif. C'est un arbre sur lequel on va faire des vœux, faire des prières. Et en fait, on met un vêtement. Et en même temps qu'on met ce vêtement, on fait une prière pour la santé, sa propre santé ou la santé de quelqu'un d'autre. Et donc, cette idée justement de santé ou d'amélioration physique, en tout cas, ça représentait bien aussi un petit peu le parcours de Yusudra, etc., dedans et ces notions qu'on peut retrouver. Et ça faisait vachement écho, surtout dans son choix des couleurs. Et puis le dessin est formidable. Et en tout cas, nous, son exposition, elle nous a vachement parlé et ça marche très très bien avec ce qu'on fait. En tout cas, on trouve. Je trouve que c'était un bon clip. Merci. Est-ce que vous avez des plans au niveau des lives? Écoute, on a quelques dates de prévues déjà. On va faire le Rockin' Bourlon fin juin. On a une release party qui sera prévue assez tard, plutôt vers fin d'année, probablement décembre. Parce que de toute façon, on veut attendre d'avoir des vinyles et tout ça. Et comme tu sais, en ce moment, les attentes sont très longues de toute façon. Et après, donc, on a quelques autres dates qui sont déjà plus ou moins prévues, mais on n'a pas encore le droit d'en parler. Parce que voilà, elles ne sont pas annoncées, donc on n'est pas supposé les annoncer. Et après, voilà, on espère pouvoir retourner idéalement un petit peu sur la fin de l'année, mais plus probablement en 2023. Mais ça reste encore un peu à définir. Okay. Là, vous avez une salle qui est ouverte dans la banlieue de Lille, le Black Cab. Ouais, on n'est pas encore joué, mais on aimerait bien. Et d'ailleurs, a priori, je pense qu'on a le droit de dire que la release party, ça devrait se passer là-bas. Voilà. Mais effectivement, c'est super. À Lille, en plus, il y a quand même pas mal de lieux qui ont fermé
bah, certains suite au Covid, d'autres pour d'autres raisons, mais du coup, voilà, qu'il y ait un nouveau truc comme ça, c'est vraiment super. En plus, ça attire déjà des gros groupes. Enfin, il y a pas longtemps, il y a quand même Invader et Marduk. C'est quand même pas les premiers venus, quoi. Donc voilà, tu vois, ouais, c'est super. En plus, avec l'acoustique qui est hyper bonne, c'est une bonne salle, quoi. Ah ouais, bah, Totalement. ouais. Le son est super bien, le lieu s'y prête, ça t'est réfléchi pour ça, l'équipe est chouette. Donc ouais, c'est carrément. Enfin, nous, on n'a qu'une hâte. En plus, c'était fait par des musiciens pour des musiciens, quoi. Donc, il y a Jacou dans l'équipe. Ah oui, c'est ça. Bah, de toute façon, c'est beaucoup la team de Blast, quoi, l'ancien El Bella, tout ça. Enfin, ouais, c'est des gens qui savent ce qu'ils font, parce qu'ils font ça depuis 20, 30 ans, j'en sais rien, quoi. Oui, puis t'es passionné. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est top. Moi, j'ai plein de potes à moi qui répètent là-bas aussi, parce qu'il y a des super locaux de répète, apparemment. Enfin, ouais, c'est un super lieu, quoi. Et c'était quoi les inspirations au niveau film, musique pour l'album? Oh, ouais, c'est large. Ouais, c'est très large, parce que genre musique, ça peut aller de Pantera à Menra, à Crown, à Omega Massif. Fate of Luna, Ouais, un peu. un peu moins là, mais, oui, mais toujours un peu, tu vois. Ouais, il y a un peu des classiques dans le, le style d'une certaine manière. Mais c'est vrai que c'est pas forcément. On ne réfléchit pas un peu comme ça. Non, en fait, si tu veux, en fait, ça fait longtemps qu'on est dans le projet, en fait, et on a tous des influences un peu différentes, mais en fait, ouais, après, oui, si tu vois, il y a certains morceaux, quand j'écris un riff précis, je reconnais qu'à ce moment-là, c'est parce que j'écoutais beaucoup tel truc, tu vois, ça arrive, ça. Mais d'une manière générale, ouais, c'est une synthèse de nos influences et c'est plus vraiment réfléchi maintenant, tu vois. Autant quand on a commencé le projet, peut-être qu'on s'est beaucoup posé ces questions-là, à quoi on voulait ressembler. Maintenant, ça suit un peu son cours, tu vois, on se connaît bien, tu vois. On est plus à échanger entre nous sur ce qu'on veut faire plutôt que comme qui on veut sonner, tu vois. Et moi, pour les paroles, quand j'écris, c'est quelque chose d'extrêmement visuel. C'est-à-dire que je visualise les choses quand je les écris. Et du coup, si je devais situer des trucs dedans, je te mettrais du Mélancolia de Van Trier, The Fountain de Aronofsky. Ça, c'est des choses qui me parlent en termes d'imagerie, de ce que moi, je veux mettre dans les textes, quoi. Ok. Et je trouve qu'au niveau des batteries, il y a pas mal de métal des années 90 et aussi du black metal. Tu sais, de l'utilisation des pédales à chaque fois. Enfin, une marche constante, on dirait. Tu sais, quand c'est en Ouais, tempo. ouais, bah après, pareil, c'est un truc grand conscient. Tu sais, en fait, tu vois, moi, enfin, nous, les trois musiciens, on est un petit peu plus vieux que Peb et on est tous des gamins des années 90, tu vois. Et donc, du coup, je pense que, je sais pas, on fait ça naturellement. Puis pareil, oui, notre batteur écoute beaucoup de black metal aussi. Donc, Grand fan de ouais, black metal. voilà, donc, ouais, forcément, ça transpire un peu dans son jeu, sur certains passages. Mais ouais, c'est pareil, c'est pas des choses forcément voulues, c'est juste, ça se fait comme ça, parce que ça nous plaît comme ça, tu vois. Voilà. Ça me faisait un peu penser à Blow Your Trumpet, Gabriel de Behemoth, à un moment donné, la batterie. Ah, Ouais, carrément, quoi. c'est... Bah, écoute, on le dira à Antoine, ça lui fera plaisir. Au niveau de l'aspect, tu sais, au niveau de l'aspect marche et down tempo. Ouais, bah ouais, ça se pourrait bien. Ouais, bah écoute, il sera content d'entendre ça, je pense. Il y a pire comme comparaison. Je vous laisse le mot de la fin pour les auditeurs. Déjà, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous interviewer. On a qu'une hâte, c'est de retourner sur scène pour balancer notre musique, faire découvrir l'album. On a vraiment hâte qu'il sorte, voir un peu les retours. On est très très content et fiers de cet album. On a hâte de voir comment il va être accueilli et on espère que ce sera le mieux possible. Ouais, voilà. Bon, moi, j'ai rien à rajouter. C'est complètement ça. Nous, on a vraiment très envie de le jouer sur scène, cet album. Et donc, voilà, le plus tôt sera le mieux et en espérant que ça le fera, quoi. Du coup, si certaines personnes ont envie de nous booker, n'hésitez pas à nous contacter. On a qu'une hâte, c'est de nous déplacer. Que ce soit en France ou ailleurs, nous, avec plaisir. On est chaud. Merci à vous pour l'interview. Salut. Merci à toi. Merci à toi. Bye bye. Ouais. C'est Virgile.